Si, vous pensez des organisations et ils ne doivent plus répondre. Alors, quand nous avons décidé de consacrer la saison révolte de Point Culture, nous ignorions ce qui allait arriver en mars 2020. Nous l'ignorions, on ne pouvait pas imaginer que ça allait arriver en mars 2020. Néanmoins, pour être, non pas pour polémiquer, mais enfin pour être juste, il faut quand même dire que dès que l'on commence à se documenter sur ce qui est arrivé en mars 2020, on se rend compte que les avertissements avaient été formulés depuis des décennies par des chercheurs, que ces informations ont été communiquées aux décideurs, aux politiques, et donc sans doute qu'on ne pouvait pas prédire que ça allait commencer là, en mars 2020, mais s'attendre à ce que ça arrive à un moment donné ou l'autre, on ne peut pas dire que c'était imprévisible. Mais enfin, nous, quand à Point Culture, on décide de travailler sur la saison révolte, on ne pouvait pas prévoir que ça allait arriver. Alors, je ne sais pas si vous suivez les activités de Point Culture, mais ça fait plusieurs années qu'avec de nombreux opérateurs culturels, fédérés autour de chaque Point Culture, on travaille sur une saison thématique. Et cette saison thématique concerne en général des enjeux de société. Donc, on a travaillé sur le genre, sur les relations nord-sud, sur les relations nature et culture depuis le début jusqu'à aujourd'hui. On a travaillé sur l'évolution de la ville. On a travaillé sur la question migratoire. Et l'objectif n'est pas d'être un organe ou une institution qui traite du politique et du social avant tout. L'objectif, c'est bien ancré dans la médiation culturelle, c'est de relier les pratiques culturelles des unes et des autres au quotidien à ces grands enjeux de société. C'est par l'imaginaire, c'est par la sensibilité que l'on peut progressivement développer dans la société des capacités à imaginer une vie, une société, un modèle qui serait différent. Donc, ça fait pas mal d'années qu'on travaille là-dessus. Et le fil rouge de la saison révolte était défini dans la continuation. Après avoir travaillé sur les thématiques dont je vous ai parlé, chaque fois en mettant en évidence à la fois les problématiques, les questions que ça pose au niveau de la société, du vivre ensemble, les conflits que ça génère ici ou là, et en mettant aussi en relation ce que l'art, la culture peut apporter comme solution. Mais après avoir fait un cycle à travers un peu tous ces enjeux, à un moment donné se pose la question de les révoltes. Il y a beaucoup de révoltes, de contestations, de rébellions, de mouvements qui sont connectés à ces enjeux-là. Et donc, nous voulions ici mettre ça en avant, mais sous l'angle d'un opérateur culturel et des opérateurs culturels avec qui nous travaillons. Et donc, c'est un peu faire le point sur... Et 2019 a été très agité à ce niveau-là. Il y a eu beaucoup de mouvements, à la fois chez les jeunes, à la fois chez les fragilisés, des mouvements de contestation. Comment on pouvait, nous, secteur culturel, développer un imaginaire qui vienne en soutien de ces mouvements-là. Non pas un appel à la révolte. Je suppose que cette double page dans le magazine, vous n'avez pas prise comme un appel à faire vous-même vos cocktails Molotov. C'est du second degré. C'est une création d'artistes, etc. Il ne faut pas vous en faire, mais on voulait voir comment, concrètement, le secteur culturel peut aider à soutenir les actions révoltées, avec une médiation culturelle qui produit un imaginaire pluriel, différent, polymorphe, et comment on peut diffuser ces sensibilités pour que la réceptivité au niveau du corps, de la société civile, du corps social, soit plus importante. Alors ce fil rouge, il a été creusé, développé dans le magazine Acte 1, donc qui est le premier magazine de la saison Révolte. C'est le troisième du magazine, mais c'est le premier qui traite de la saison Révolte. Le deuxième sortira le 15 janvier. Et celui-ci, il a été construit avec la FECEFA, qui est la Fédération des l'éducation permanente, avec sa directrice Farah Ismaili et ses collaboratrices Geneviève Mérès et Jennifer Nels. Alors, vous avez vu que normalement, pour faire le lien entre le magazine et le programme d'aujourd'hui, nous aurions dû avoir une table ronde qui traite bien
de ces questions de l'éducation permanente dans le cadre de cet imaginaire, de cette construction d'une sensibilité et d'un partage du sensible capable de faire évoluer la société en lien avec les mouvements de contestation, etc. Enfin, c'était mis en question dans cette table ronde, et vous avez vu que, pour des raisons tout à fait honorables, correctes, etc., voilà, cette table ronde ne peut pas être annulée. Alors, le contexte dans lequel interviennent ce que j'évoquais comme nouvelle révolte, et aussi certaines plus anciennes qui durent depuis un certain temps, on pourrait le décrire d'emblée en reprenant une phrase tirée des premières pages d'un livre qui s'appelle Le Bifurqué, qui est un ouvrage collectif coordonné par Bernard Stiegler, peut-être sa dernière publication, où il dit comme ça: si l'inventivité, la créativité et la découverte sont toujours les garants de l'avenir, ce qui change à présent et désoriente à cet égard, c'est le fait qu'une économie globale d'une efficacité extraordinaire, qui a permis de nourrir, de vêtir et de loger des milliards d'habitants, plus ou moins mal, s'avère aussi avoir été d'une toxicité hors du commun. Donc, constat d'un système économique qui a été, dans sa logique, d'une performance historiquement assez élevée, mais de plus en plus, quand on constate le mur dans lequel on est enfoncé, on découvre petit à petit, à tous les niveaux, à combien ce système a été toxique. À charge pour nous, justement, du secteur culturel, de repenser l'inventivité, la créativité, quelle découverte pour soigner, guérir et sortir de cette toxicité généralisée. Ce travail, ce ne sont pas les industries culturelles et de loisirs qui vont s'en charger. Pour elles, c'est elles qui engendrent cette toxicité, et c'est sans doute leur modèle culturel proprement dit. Alors, suite au premier confinement de mars 2020, si on observe un peu ce qui se prépare, ce qui prédomine dans l'esprit de relance, on peut quand même penser que la volonté dominante, c'est réinstaurer, remettre en scène le monde d'avant, tel qu'il fonctionnait. Et on peut dire que le projet culturel porté par le secteur culturel public non marchand, ses valeurs, ne fait pas le poids face au projet culturel porté par le marketing global, mondialisé, etc. Ça, je pense que c'est un constat qu'il faut peut-être regarder en face, mais c'est clair que autant à ce moment-là, on a vu une production intellectuelle pour dire c'est la première fois qu'on arrête la machine, c'est peut-être l'occasion de repenser la bifurcation, de repenser un autre modèle, autant on peut constater que ce n'est pas vers là que ça s'oriente. Donc par rapport à cette situation de blocage et d'impuissance constatée à engager la société dans une réelle bifurcation vers un autre modèle, on peut constater, ça s'est surtout passé en 2019, qui était très foisonnant à ce niveau-là, des citoyens et citoyennes qui s'organisent pour exprimer sur la place publique leur peur, leur détresse, leur misère, leur désir de changement, leur injonction aux politiques à changer de logiciel, et face à eux, elles, un service d'ordre de plus en plus impressionnant. Je ne sais pas si vous avez vu les images des flics en France face aux gilets jaunes, mais c'est quand même assez impressionnant comme Robocop, comme armure, comme armement. On sait que les injonctions données dans la manière de faire, c'est de ne pas rester en observation et d'intervenir uniquement quand il y a des problèmes. La consigne, c'est d'aller au contact et de décourager. On a vu des manifestations d'extinction de rébellion en Belgique relativement, agitées, mais relativement bon enfant, qui ne cassent rien, qui sont réprimées de manière assez énergique. Il y a eu une fois 1000 gilets jaunes à la gare du Midi, il y en a 500 qui ont été arrêtés. Voilà, ce n'est pas vraiment l'image d'un système qui prend conscience de l'impasse dans laquelle il se trouve, qu'il a généré lui-même, et pas du tout l'impression d'un régime qui est prêt à écouter ce qui remonte de la société civile. Par rapport à l'épidémie, la pandémie, la situation que nous vivons actuellement, je répète, l'intention est bien
de relancer le système tel qu'il était, et Paul Magnet n'hésite pas à nous prédire calmement qu'on va le payer au moins pendant 4 ans. Virginie Maris, philosophe de la nature, philosophe de la vie sauvage, et qui travaille avec des chercheurs en biologie, en sciences dures, etc., dans une logique interdisciplinaire, développait dans une tribune au Monde sa déception causée par le rendez-vous tragiquement manqué avec une réflexion de fond qu'aurait pu susciter la crise sanitaire actuelle sur l'organisation de la société, du travail, des productions alimentaires et matérielles. Donc je pense que nous partageons cette perplexité, enfin, nous, organisateurs de la journée, je ne sais pas si vous la partagez, vous aurez l'occasion de vous exprimer là-dessus. Et donc voilà, c'est un peu dans ce cadre-là qu'on lance cette première journée, qu'on aurait voulu avoir en amont aussi de la saison révolte, mais qui a été reportée avec le premier confinement. Et ce n'est pas pour se situer, se placer, se positionner au niveau de l'immédiat, au niveau du ressentiment, de la polémique et de l'émotion première, mais c'est essayer d'initier une réflexion de fond sur la révolution culturelle qui est nécessaire. Alors, vous avez vu le programme ajusté. Voilà, on va commencer avec Bruno Frère. Je ne sais pas s'il est arrivé. Là, je commence tout doucement à baliser. Bruno Frère va traiter, c'est un sociologue, et donc il va traiter précisément quelle mission pour l'action culturelle aujourd'hui. Et donc c'est son point de vue de chercheur, de sociologue, de personne qui analyse le terrain et les problématiques culturelles aujourd'hui. Et quand on va traduire les imaginaires politiques et vice-versa, ça reprend bien en très court ce que je viens de vous exprimer. Après, il y a Federico Tarragoni qui va intervenir, c'est un sociologue aussi, mais lui, d'origine italienne, il travaille en France, il travaille à l'Université Paris Diderot. Et pourquoi il est là? C'est parce que quand j'ai commencé à regarder un peu ce qui se passait au niveau des contestations, des mouvements de révolte, de comment ils étaient perçus et commentés dans la presse ou par le personnel politique, je me rendais compte quand même qu'il y avait beaucoup d'initiatives qui étaient très vite discréditées au nom du populisme. Voilà, les gens descendent dans la rue, ils contestent, ils demandent des choses, mais c'est du populisme, est-ce que ça vaut la peine de suivre, etc. Jusqu'au jour où je suis tombé dans une littérature qui est assez abondante sur le populisme, mais pas toujours très recommandable, sur ce livre qui est L'esprit démocratique du populisme. Et donc je me dis, tiens, là quelqu'un qui traite de la question peut-être différemment et qui peut nous éclairer sur cette question. Alors je crois que dans notre travail, au jour le jour, dans nos programmes, nos plans d'action culturelle, je crois qu'il me semble que cette question du populisme empoisonne un peu les débats, les perceptions, les approches. Et il me semblait intéressant d'avoir un autre regard pour se mettre au clair entre nous à ce niveau-là. Je présenterai l'après-midi la table ronde qui sera beaucoup plus centrée sur, dans les modes opérateurs actuels des modes de contestation, de révolte, etc., quels sont les liens qui se créent entre le politique, l'imaginaire, le politique. Comment cette traduction du politique en imaginaire s'effectue sur le terrain. Et ce qui est assez important aussi au niveau, si vous restez jusqu'à la fin de la journée, on aura un moment de discussion pour savoir qu'est-ce qu'on fait après cette journée-ci. Alors, vous avez vu, c'est intitulé Révolte culture, le bon cocktail, acte 1. On déblaye un peu ici la problématique avec Bruno Frère, avec Tarragoni, avec la table ronde d'après-midi. Mais comment continuer cette réflexion? Comment continuer cette réflexion ensemble, entre nous, en la prenant non pas sur l'injonction d'un ministère ou d'une ministre, etc., mais comment on s'empare de cette question et comment faire avancer cette réflexion. Et donc, proposition, si on faisait un acte 2, une autre journée, avec, si possible, moins d'obligation d'être masqué, quel devrait être le programme, quels sont les sujets que vous aimeriez voir traités, qu'est-ce que vous demanderiez à Point Culture d'organiser comme échange, comme table ronde, comme discussion sur quoi, comment, etc.